Alors merci Perle. Effectivement, la data n'a jamais été aussi utile qu'en ce moment, avec la perte de repères qu'on a pu avoir collectivement. Et en même temps, il y a eu beaucoup de buzz autour du fait qu'on l'avait finalement peu utilisé. D'habitude, on l'utilise à la fois pour prévoir, pour anticiper, pour piloter en temps réel l'activité, et aussi pour résoudre des problèmes. Et finalement, dans cette période, ces repères-là ont été perdus. On a eu beaucoup de difficultés à pouvoir exploiter toutes les données qui pouvaient exister. Et pourtant, il y a eu un impératif absolu qui était qu'on devait absolument réinventer la façon de délivrer les opérations. Il était absolument nécessaire de donner la priorité à l'action face aux difficultés qu'on pouvait rencontrer. Et face à un champ des possibles qui d'un seul coup était complètement ouvert, puisque finalement toutes les façons de travailler qu'on avait historiquement n'étaient plus forcément possibles du fait de la distanciation sociale, du fait des contraintes sanitaires d'une façon générale. Et donc face à cette double exigence à la fin, perte de repères d'un côté, exigence de réactivité de l'autre, on a dû se réinventer et voir la façon dont on pouvait exploiter les différentes données. Concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas perdu de données. On a toujours autant de données avant, après la crise, ça ne change rien. Mais c'est l'historique qui a disparu et l'intelligence artificielle se base sur la capacité à exploiter un corpus de référence. Et là, d'un seul coup, ce corpus de référence n'avait plus aucun sens puisque ce qui se passait avant la crise ne reflétait absolument pas ce qui allait se passer après la crise. Donc la priorité était évidemment de continuer à sourcer la donnée, mais la sourcer en temps réel, puisque la donnée froide n'avait plus d'intérêt. Il était absolument nécessaire de vérifier la qualité de ces données et de la manager. Donc il a toujours été impératif de pouvoir faire du data management, mais là, ça l'était plus que jamais. Et finalement, avec un seul focus qui était l'action, donc la capacité à exploiter ces données de façon à pouvoir réinventer nos façons de travailler sans perdre pied avec la réalité de ce qu'on vivait au quotidien. C'est particulièrement crucial pour nous, puisque quand on est un opérateur d'expérience client, on adresse énormément de monde. Saitel en France, c'est 6000 personnes. On adresse énormément de canaux et on adresse aussi énormément de clients finaux qui ont tous des vécus extrêmement diversifiés par rapport à la réalité. Et pendant cette période de pandémie, nous sommes retrouvés avec une modification complète des usages, à la fois l'usage des canaux, l'usage des comportements, la modification des comportements, mais aussi des attentes et des exigences. Une immense bienveillance simplement du fait que les conseillers clients étaient là, répondaient présents, une empathie merveilleuse de la part des clients, mais en même temps, une exigence de réponse, alors très diversifiée selon les secteurs. Évidemment, quand vous attendez une livraison et que d'un seul coup, il n'y a plus de livraison possible, vous avez des interrogations. Quand vous posez des questions au ministère de la Santé sur si vous avez des symptômes du Covid ou comment va se passer administrativement la période de confinement, là, vous n'attendez pas juste quelques réponses superficielles, mais bien une exigence de précision dans les réponses qui sont apportées, et avec un vécu qui peut aller de personnes qui sont extrêmement sereines à des gens qui sont totalement angoissés, avec des vraies difficultés à vivre la période, des questionnements qui peuvent être sous pression des pairs ou de l'environnement, et moralité, des vécus qui ne peuvent pas être identiques et des réponses de la part des opérateurs de services clients qui ne peuvent pas être identiques non plus. Alors, ce qui fait qu'en effet, on se retrouve finalement avec une logique de révision de la présence de marque et pour chacune d'elles de réfléchir autrement. Nous, ça nous a amené forcément à revoir la façon dont les équipes sont organisées, leur taille, le lieu où elles se trouvaient, idéalement aussi potentiellement en faisant du work at home, et puis potentiellement à diversifier la façon dont on pouvait avoir les réponses en fonction, comme l'a dit Chloé, de qui on était, du niveau d'urgence de sa question, mais aussi de finalement dans quelle disposition on était. Et ça permet, je dirais, de pousser des canaux qui étaient déjà aujourd'hui très mis en avant, mais qui ont trouvé finalement une grosse accélération. La dimension self-care, évidemment, avec les gens qui trouvent les solutions eux-mêmes et que ça rassure parce que finalement, ils ont l'impression de découvrir, de mieux comprendre et puis potentiellement de l'avoir à tout moment. On a aussi beaucoup pu travailler sur parfois des deuxièmes générations pour nos chatbots, qui là aussi étaient retrouver de la data nouvelle et du coup répondait à des choses différentes, mais en étant là aussi plus sollicité et plus performant derrière. Et puis un élément dont on va parler juste après qui a été important, c'est l'énorme revirement qu'il y a eu sur la partie réseaux sociaux, qui a longtemps été regardé comme quelque chose de générationnel, et là aujourd'hui qui est devenu massif, et la crise a vraiment joué là-dedans, en disant tout le monde est venu chercher des réponses, ou poser tout simplement des questions, se rassurer, comprendre, se divertir, etc. sur les réseaux sociaux, et les marques ont eu un énorme rôle à jouer là-dessus, à la fois pour rester présentes, parce que c'était le dernier endroit où elles pouvaient encore finalement s'exprimer, et ensuite pour apporter de la réassurance, des éléments précis et intéressants pour leurs clients ou pour leurs prospects.
Et aujourd'hui, on voulait vous parler d'un cas qui nous tient particulièrement à cœur parce que c'est un client de longue date au sein du groupe et au sein de l'agence, qui est Nespresso. 2020, c'était déjà un grand cru pour le social media et le service conso chez eux, puisqu'on avait initialisé une social room, donc quelque chose qui est vraiment organisé autour du fait que les clients viennent trouver des réponses autour du social media. Et puis finalement, ce que le confinement et la crise a changé, c'est que ça a accéléré encore plus cette dimension service conso sur les réseaux sociaux. Pourquoi ? Parce que finalement, on a transféré le bureau chez soi. Donc un élément tout bête qui est le café, il était pris à domicile et plus au bureau. Et donc à partir de là, beaucoup de consommation en plus, beaucoup d'achats, beaucoup de commandes à honorer et plus forcément de points de vente pour assurer sur comment consommer, comment je vais être livré, pour compléter éventuellement. Et puis du coup, une grosse attente sur les délais de livraison. Et en contrepartie de ça, je dirais une forte difficulté parfois à avoir la bonne réponse au bon moment, y compris sur des espaces ou des lieux où c'était encore plus important, les hôpitaux, pour qui c'était crucial de rester en forme, entre guillemets, et ça a fait exploser les conversations, les sollicitations clients sur ces réseaux-là. On parle de 350% d'augmentation, c'est juste colossal. Donc il y a vraiment une migration forte et ça a évidemment bouleversé complètement l'organisation de comment est-ce qu'on traite ça. Donc ça nous a permis en fait de tester un plan de continuité de l'activité qui soit très différent entre les équipes de Nespresso, Sitel et puis nous ce qu'on faisait sur la social room. Donc des conseillers clients internes qui sont redéportés sur le chat et les appels, des effectifs de relations clients Sitel qui vont sur le téléphone et le chat en complément, et puis un gros renforcement de cette social room. On a doublé les effectifs quasiment du jour au lendemain pour pouvoir continuer à répondre sur les réseaux sociaux, pour rassurer, pour en fait finalement à nouveau engager cette conversation, rester présent pour la marque et finalement pouvoir à nouveau pousser ces solutions de self-care qu'on a pu en fait alimenter. Et c'est là où on voit l'utilité à la fois de la data et dans le sens où des nouvelles demandes, des nouvelles choses et finalement un enrichissement des outils qui existaient déjà mais qu'on a dû faire quasiment en temps réel en fait, encore une fois. Donc voilà, donc vraiment les réseaux sociaux sont plus que jamais devenus le lieu de l'échange et de la conversation, mais là aussi encore une fois de manière très 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 instantanée. Et puis peut-être un sujet aussi qui est intéressant, c'est la façon dont les entreprises ont pu réagir en interne, avec cette logique encore une fois d'utiliser la data. Alors il y a une partie qui était inutile, il fallait avant tout rassurer les clients, rassurer l'interne, que dis-je, entre guillemets. Et ce qu'on a pu faire aussi, qui nous a trouvé intéressant, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut converser aussi avec les équipes de manière massive. On vient de le voir, il fallait converser de manière massive avec les clients, mais là, comment on peut converser de manière massive avec l'interne? Et là aussi, en se basant sur toutes les interrogations, et elles sont multiples. Et on a donc mis en place un système de chatbot interne sur tout Sitel, et notamment sur 16 pays au total, 3 continents, qui nous a permis finalement de désengorger les services RH et l'IT, puisque tous les gens avaient des questions différentes sur comment est-ce que je peux aller au bureau, quelles sont les conditions de distanciation sociale, se faire rassurer encore une fois. Et ça, c'est de la donnée qu'on a pu injecter dans ces chatbots pour faire des bonnes réponses, et notamment pour faire des bonnes réponses aussi en local, puisqu'on n'a pas les mêmes conditions, on n'avait pas la même actualité sur la crise sur les différents endroits. Et donc on a vraiment essayé de travailler ça de manière différenciée. Peut-être tu veux parler de celui de la France ? Un des éléments cruciaux pour passer la période, c'était la capacité à maintenir cette conversation permanente avec les collaborateurs, les rassurer, répondre aux questions au fur et à mesure qu'on en disposait. Et donc là, il était absolument capital de pouvoir remettre à jour en permanence les informations diffusées. Donc c'est vraiment de la donnée chaude, et qu'on puisse la mettre à disposition immédiatement des collaborateurs sans passer par quelque strate hiérarchique que ce soit. Et donc le bot nous a permis de fluidifier cette conversation et d'éviter l'engorgement des services RH qui ont été particulièrement mobilisés dans cette période Covid. Et là, ce qui est intéressant peut-être sur ce sujet, c'est que cette donnée instantanée, rapide, volumique, elle montre que justement qu'elle est vraiment indispensable. C'est-à-dire que pour que le bot il soit utile, il fallait qu'il soit très utilisé, même quitte au début à pas forcément bien marcher, mais parce que ça veut dire monter de la data. On pouvait ensuite l'entraîner à nouveau et qu'il soit de plus en plus performant. Donc là, on voit que la data elle était inutile au début, mais qu'ensuite elle est devenue très très utile pour le rendre plus performant. Et ça, c'est vrai pour à peu près toutes les logiques d'automatisation et d'IA, où on a besoin d'une qualité de data, mais aussi d'un volume hyper important pour bien travailler. Et donc, on a travaillé sur un autre projet avec un fournisseur d'énergie où là, l'objectif est vraiment de capitaliser sur des corpus, de les constituer dans la période, mais peu importe finalement, quel que soit le moment, pour faire en sorte que petit à petit, on arrive à comprendre ce qui se passe et tous les signaux faibles. C'est important dans les périodes de crise, mais c'est important tout le temps finalement, de comprendre ce qui est constitutif de la satisfaction du client, ce qui structurellement produit de la réitération d'appels, ce qui allonge les délais de traitement, pour faire en sorte de trouver les causes racines des difficultés qui sont rencontrées. Et ça, effectivement, c'est une question de volume de données, mais aussi de
pouvoir et de capacité à interpréter ces données pour pouvoir ensuite délivrer une amélioration du service. Et là, on voit dans cet exemple à quel point la donnée ne permet pas juste de travailler à chaud, mais de mettre en place une logique de cycle d'amélioration permanent pour faire en sorte qu'on améliore nos prestations. Et si on va un peu plus loin, on peut se dire effectivement qu'on a besoin, quand on est sur ces sujets d'interprétation de la donnée, de pouvoir mettre en place des technologies. Et c'est ce qu'on peut faire, par exemple, aux États-Unis avec certains de nos clients, où on va aller beaucoup plus loin dans le speech analytics et la capacité à mettre des moteurs extrêmement performants pour interpréter des corpus de données extrêmement volumique et en même temps riche d'informations pour faire à la fois de la prise de décision à chaud mais aussi de la prise de décision à froid et de réconcilier les deux en permanence parce que finalement c'est un flux décisionnel qui ne s'arrête pas en attendant des décisions plus structurelles et cette capacité-là, elle est possible grâce à la technologie mais elle peut aussi s'opérer grâce à un échange permanent qu'on peut avoir avec les hommes et les femmes qui sont en front line par rapport aux clients finaux. Et c'est là où c'est extrêmement intéressant, c'est que sur ces données, quand on pense données, on pense tout de suite technologie. Mais finalement, la donnée, elle est dans la tête de tous les conseillers qui sont, ou de tous les vendeurs, enfin de toutes les frontlines d'une façon générale, qui sont en contact avec les clients et qui amassent, qui emmagasinent toute cette information. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on a des moments de perte de référentiel comme celui qu'on vient de vivre, on doit évidemment essayer de renourrir ces corpus et on peut le faire en temps réel et à chaud, mais on peut aussi exploiter l'intelligence des humains, faire en sorte de pouvoir travailler dans une conversation permanente avec les personnes qui sont en contact avec les clients finaux, mais aussi avec des écosystèmes, parce que finalement on parle uniquement du consommateur, mais on peut travailler avec toutes les parties prenantes, et c'est ça qui nous permet ensuite de prendre des décisions éclairées au vu de la réalité de la modification des comportements des uns et des autres. Et on voit bien à ce moment-là l'hybridation entre l'humain et l'intelligence artificielle, et il ne s'agit absolument pas d'attendre de refaire des corpus qui soient exploitables par la technologie, mais il s'agit de bien donner le relais finalement à la technologie une fois que l'humain est allé au bout de ses capacités et ensuite recommencer ce cycle permanent. Et c'est vrai qu'on a un vrai enjeu maintenant de réinterpréter vite cette donnée en la remettant dans la techno, en réinterviewant les équipes, en allant voir sur site pour finalement réconcilier, comme tu le disais, les deux. Ça, c'est un beau challenge, mais on a déjà les cas qui sont là, on va pouvoir les traiter. Et globalement, c'est une vraie promesse pour pouvoir converser mieux demain avec les clients. C'est vraiment une logique forte auquel on croit, de se dire qu'on passe d'une logique de je pose des questions, j'ai des réponses, à j'engage une conversation et elle est continue. Et je pense que c'est aussi la force du groupe de pouvoir avoir une logique humaine derrière ça. Et c'est pour ça peut-être que cette idée d'avoir une data inutile, mais si finalement elle est à la fois retravaillée pour être rendue utile et qu'on ajoute de l'humanité dessus, de l'émotion, on retrouve finalement une vraie capacité de décision et puis surtout une satisfaction client, parce que c'est encore ça qui nous paraît le plus important, quoi. Et pour conclure, ce qui me semble fondamental, c'est bien de garder en tête à quel point on peut aller sur une interprétation de données qui ne sont pas simplement des données de navigation ou des données de transaction, mais bien donner la priorité aux données qui sont celles que le client nous offre de façon pleinement consciente, qui sont les données de la relation. Un client, quand il appelle sa marque, quand il écrit, quand il va sur un réseau social pour poster un commentaire, il y va volontairement, il y va en pleine conscience et il souhaite que la marque l'entende. Quand il fait un acte d'achat, quand il navigue sur une application, il n'a pas forcément conscience. Il le sait parce qu'on connaît les cookies, on sait plein de choses. Aujourd'hui, il est beaucoup plus éclairé, la RGPD est passée par là, etc. Mais pour autant, il n'a pas autant conscience que ces données vont être entre les mains de la marque que les données de la relation. Et qui plus est, avec un degré d'émotion accru, comme celui qu'on vient de vivre dans la période, où là, il a vraiment l'impression de nous dire quelque chose et il attend, avec un niveau d'exigence dingue, une réponse, une écoute, une empathie de la part des marques. Et c'est là où il faut effectivement qu'on prenne conscience que si on a perdu des repères et que finalement on a l'impression d'une inutilité des données, eh bien les données relationnelles, elles sont fondamentalement utiles et vécues comme telles par les clients eux-mêmes. Merci.